Que ce soit pour acquérir, pour louer, pour séjourner, quelles sont les grandes tendances dans l'immobilier de luxe? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Alexis Caquet, bonjour. Bonjour. Président de Engel & Volkers France, spécialiste de l'immobilier de luxe. Et Raphaël Laurin, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur immobilier, cofondateur du groupe Archid qui transforme, rénove des appartements historiques pour en faire des suites de luxe. Alors cette thématique, c'est pas une surprise, c'est l'immobilier de luxe. Quelle est votre définition à tous les deux? Alexis, l'immobilier de luxe. Alors, pour moi, l'immobilier de luxe, je dirais, ne se résume pas uniquement à un prix. C'est plutôt la combinaison de plusieurs éléments, critères. Alors évidemment, il y a les critères classiques que nous connaissons, que ce soit les emplacements, la qualité de l'immeuble, toutes ces caractéristiques qui font qu'un bien est considéré comme haut de gamme. Et pour moi, le step supérieur, c'est plutôt les prestations qu'offre un bien, qu'il soit dans un hôtel particulier ou dans un appartement. On a la qualité des matériaux, une organisation au niveau interne en domotique, par exemple, qui est un élément aujourd'hui assez apprécié et que je trouve assez génial. On a aussi des équipements de bien-être, comme par exemple les saunas. J'ai vu dernièrement dans une maison quelque chose d'assez extraordinaire, c'était une piscine avec un système de piston qui permettait de rétracter la piscine pour laisser place à une salle de sport. Bon, beaucoup de choses. J'aurais presque envie de dire qu'aujourd'hui, et je pense qu'on va se rejoindre sur cette idée-là, c'est les architectes et les décorateurs ont aujourd'hui un sacré challenge pour pouvoir répondre aux exigences des clients fortunés. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le client, au-delà de l'appartement, il recherche à vivre une expérience unique. Et c'est ça, pour moi, le luxe. Très bien. Raphaël, immobilier de luxe. Alors, en tant qu'hôtelier, au mot luxe, je préfère le mot prestige. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à cette question, il y a trois éléments qui me viennent en tête. Le premier, c'est le prestige au sens étymologique. Le rêve, quelque chose d'assez imperceptible, l'image qu'on s'en fait, et qui est une invitation à une suite, à un appartement, à une chambre. Le deuxième, c'est quelque chose de très tangible. Je pense que c'est un petit peu ce dont on parlait à l'instant, une adresse, des volumes, des hauteurs sous plafond, des vues, des matériaux nobles, un mobilier raffiné, recherché, une cohérence de l'ensemble. Et le troisième point, en tant qu'hôtelier, c'est la recherche du service parfait, le zéro défaut. Et c'est vraiment la combinaison de ces trois points qui, dans l'ADN d'un hôtelier, va faire un bien de prestige et va transformer un séjour en séjour de prestige. Merci, très bien. Merci à tous les deux, effectivement, sur ces définitions qui vont au-delà. On va démarrer avec vous, Alexis, notamment Engel & Volkers, le réseau. Quelques mots sur le groupe Engel. Oui, alors pour être assez rapide et pas refaire toute l'histoire du groupe, mais première agence en Allemagne, à Hambourg, en 1977. Un des fondateurs a l'idée de se développer à l'international, tout simplement parce qu'il a déjà, on parlait de service, une vraie préoccupation sur l'accompagnement et le service. Souvent sollicité pour des acquisitions à l'extérieur du pays, de l'Allemagne, il s'est dit, allez, on se développe. Première ouverture en Espagne, et là c'est le début d'une aventure assez folle, parce qu'aujourd'hui, si on regarde les chiffres, c'est plus de 16 000 agents dans 35 pays, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc une vraie dynamique dans le développement d'Engel & Volkers. Alors la France très naturellement arrive aujourd'hui un peu en tête des priorités du groupe, avec une vraie volonté de développement. Alors, pour parler de la France, là plus précisément, aujourd'hui, on est développé sur la Côte d'Azur avec 4 équipes qui représentent à peu près 60 conseillers immobiliers. Et sur Paris, on a une dizaine d'équipes qui représentent un peu plus de 200 conseillers immobiliers qui nous permet de couvrir les quartiers résidentiels les plus recherchés par rapport à notre clientèle. Et demain,
on a l'intention de se développer et d'accélérer notre développement. J'ai été nommé il y a un peu plus d'1 an maintenant à la tête de Angel Invokers France pour justement activer ce développement et passer un step supérieur pour 2025. Bon. Et je trouve que la conjonction des planètes sont plutôt bonnes parce qu'on arrive à un nouveau cycle immobilier et le timing est bon. Bon. Alors justement, on va y voir plus clair avec justement votre expérience et vous qui regardez non seulement le marché français mais aussi évidemment ce qui se passe à l'international sur ce marché de l'immobilier de luxe ou de prestige. Où en est-on aujourd'hui au niveau déjà de l'activité ? Alors l'activité a été impactée comme toutes les activités. Ça fait un peu plus de 2 ans où on peut dire que le secteur de l'immobilier a été un petit peu chahuté. Donc on va pas revenir sur les résultats de la Chambre des notaires qui sont suffisamment parlants. Mais c'est vrai que l'immobilier de luxe a été plutôt préservé, moins concerné. Alors il y a 3 raisons assez simples pour ça. 1, les clients fortunés sont moins impactés par une des raisons qui a fait que l'immobilier a été chahuté, pour reprendre ce terme-là, c'est la montée des taux. Oui. Évidemment. On entendait beaucoup, l'immobilier de luxe ne connaît pas la crise. Oui, bon, voilà. Mais c'est vrai, très préservé. Particulièrement. Plus on montait en gamme, moins on était concerné. Et au niveau des prix, on peut dire que c'est un marché qui a été très peu impacté, voire pas du tout. Et plus on monte en gamme, plus on monte sur une dimension dite de luxe. On entend maintenant le terme de l'ultra luxe, même, où on se retrouve avec des prix même supérieurs à ce qu'ils pouvaient être auparavant. Alors, le sujet est simple, c'est que ce sont des biens exceptionnels qui sont particulièrement rares et c'est la deuxième raison, c'est le manque d'équilibre entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, on a très peu d'offres sur des biens qu'on peut catégoriser d'exceptionnels, mais par contre la demande est là. Et la clientèle étrangère, qui est le 3e élément qui permet de maintenir une bonne dynamique, la clientèle étrangère est très présente sur ce segment de marché. On voit là justement par rapport à notre propre activité, sur la Côte d'Azur, ça représente une vente sur 2 à des clients étrangers et sur Paris, une vente sur 3. Donc, sur des biens qui sont au-delà de 3-4 millions d'euros, tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Donc là, on est vraiment... Ah non, là on est sur un ratio sur toutes les transactions que nous avons. Toutes les transactions qu'on a réalisées. Et plus on monte en prix, le ratio a tendance à augmenter, ce qui est tout à fait normal. Clientèle internationale composée essentiellement de... Alors, on a beaucoup d'Amérique du Nord, de clients qui viennent de l'Amérique du Nord. Ça, c'est vrai que c'est un créneau qui a toujours un segment de clientèle très fort. En plus, il y a eu une petite période un peu sympathique pour eux parce que la parité euro-dollar était également au rendez-vous. Et il y a pour nous, encore plus, la clientèle de l'Europe du Nord, parce que historiquement très implanté en Europe du Nord, ça nous permet d'avoir souvent et régulièrement des recommandations de clients qui recherchent à l'achat et aussi certains à la vente qui arbitrent leur patrimoine, soit pour s'agrandir, soit pour changer de destination. Donc Paris, Côte d'Azur, aujourd'hui le lien se fait assez facilement. Alors justement, on va rêver, on va voir avec vous, et vous avez fait une sélection des plus beaux biens vendus et à la vente. Alors des exemples des plus beaux biens vendus. Alors, un des biens assez emblématiques que nous avons vendu, c'est un château qui se trouve à 50 km de Paris. Un bijou architectural, plus de 5000 m², 100 hectares, à refaire entièrement. Ce bien était en vente depuis pas mal d'années. Mise en vente 50 millions. Par souci de confidentialité, je ne rentrerai pas dans le détail du prix de vente précis, mais il s'est vendu moins que 50 millions avec un vrai projet derrière, qui est un projet d'un riche homme d'affaires étranger, que je nommerai pas là, même si tout le monde a entendu parler et connaît son nom, a un projet de faire un hôtel de luxe assez extraordinaire, avec un souci, pour l'avoir rencontré et échangé avec lui, avec un souci de préserver vraiment l'ADN et l'histoire de ce château. Et c'est ça qui est superbe. Autre exemple on a des biens rue de Bellechasse, par exemple, dans le 7e arrondissement, très beau bien qui
que j'affectionne particulièrement par rapport à sa zone géographique, parce que j'y ai beaucoup travaillé dans ce quartier-là. Il y a également un autre bien que nous venons alors là, d'avoir à la vente, qui est un bien qui est situé rue Madame, au pied du Jardin du Luxembourg. Un duplex dernier étage avec une petite terrasse à l'abri des regards. Ça, c'est sublimissime, surtout dans ce quartier-là, et très rare. Et là, on est sur des surfaces, ce qu'on voit là actuellement à l'écran, c'est le duplex avec sa petite terrasse. On est sur des surfaces et des prix au mètre carré qui dépassent les 20 000 € le mètre. Dernier exemple, allez, une petite, là aussi, pépite de bien à la vente en ce moment chez Engel & Volkers. Une pépite à la vente. Alors là, nous avons un bien avec une vue Tour Eiffel, par exemple. Alors je ne sais pas s'il est présenté ici, mais qui fait, voilà, on voit ici qu'il y a une vue saine, vue parisienne, parfait état, clé en main, et là c'est vraiment l'appartement familial qui plaît. On a la perspective et la nuit, la vue est assez sublime. C'est magique. Merci beaucoup. Raphaël Laurin, le groupe Archid, la transformation d'anciens bureaux en suite hôtelière. Déjà quelques mots sur le groupe Archid. Alors Archid est un groupe qu'on a fondé avec mon associé en 2017, donc il y a maintenant 8 ans. Et au quotidien, qu'est-ce que nous faisons ? Nous transformons des bureaux, soit des plateaux, soit des immeubles entiers, en appart-hôtels haut de gamme dans les plus beaux quartiers de Paris. Et en fait, actuellement, c'est une période qui est assez intéressante pour nous, puisqu'on parle beaucoup de baisse des prix, dans l'habitation. Il faut savoir qu'il y a un marché qui est vraiment en crise, qui est notre matière première, le bureau, avec une vacance qui aujourd'hui en Ile-de-France, on a quelques chiffres, est au plus haut niveau depuis 1997, et cette vacance qui continue d'augmenter. Et donc quand vous êtes propriétaire de plateaux de bureaux à Paris aujourd'hui, vous n'arrivez pas à les louer. Et donc qu'est-ce que vous faites ? Vous allez chercher Archid pour les transformer en suite hôtelière haut de gamme. Des exemples, vous aussi, Raphaël, de réalisation de suite pour qu'on se rende compte du travail qui a été effectué. Alors on travaille beaucoup sur le centre de Paris et des immeubles qui peuvent être parfois en mauvais état. Et donc c'est vrai qu'on a un petit peu un rôle de chasseur de trésors où quand on arrive dans des immeubles, on sent la patine des ans, la patine de l'histoire. Et ça nous est arrivé par exemple en déposant un faux plafond, de retrouver un plafond Versailles peint à la main, doré à la feuille d'or, encore préservé. Découverte de ce type. Absolument. C'est incroyable. Et c'est pas la seule fois. Ouais. Et c'est des choses où dans ce cas-là, on va prendre des artistes spécialisés pour vraiment remettre à l'honneur ce savoir-faire d'antan et rénover comme ça devrait l'être en respectant tous les codes du luxe contemporain. Combien de suites maintenant sont, on va dire, disponibles pour des séjours incroyables chez Archid ? On a une grosse centaine de suites actuellement sur le marché et une vingtaine qui sont toujours en travaux actuellement, qui vont être livrées entre les 6 et les 12 prochains mois. C'est beaucoup de travail. On travaille avec différents types de partenaires, à la fois des particuliers et des institutionnels comme la Caisse des dépôts et consignations. Et c'est vrai que c'est toujours un travail assez conséquent puisqu'on va faire une étude historique de l'immeuble. Ça nous est arrivé de signer des immeubles qui ont été construits par les plus grands architectes de France. Louis Levaux, qui est assez connu pour Vaux-le-Vicomte, les grands architectes royaux de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Jacques Ittorf, qui a signé la place de la Concorde telle qu'on la connaît aujourd'hui et les Champs-Élysées. Et c'est vrai que quand on voit à la fois une patte à la construction magnifique et des matériaux nobles qui sont toujours là, et qu'ensuite qu'on s'intéresse à l'histoire de l'immeuble, qu'est-ce qui s'y est passé, et qu'on découvre des occupants exceptionnels qui ont marqué l'histoire de France, l'histoire à plusieurs niveaux, l'histoire de la littérature notamment. On a récupéré l'appartement de Scott Fitzgerald quand il a rédigé Gatsby le Magnifique et qu'il occupait rue de Tilsit avec son épouse et sa fille dans les années 20. Et Hemingway vous raconte dans un de ses ouvrages la déco à l'intérieur de l'appartement de Scott Fitzgerald avec des tentures violettes et dorées au mur. Donc tentures que nos architectes hésitent à reproduire actuellement, mais j'ai trouvé que l'idée était assez sympathique. Récemment, on a aussi récupéré l'hôtel de la famille des comtes de Chateaubriand, donc les héritiers de François-René de Chateaubriand, avenue Kléber, et en allant faire la recherche la recherche de l'histoire du bâtiment aux archives de Paris, on a retrouvé le permis de construire déposé par la famille en entier. Donc on a pu ressortir le permis, l'imprimer et le mettre en valeur dans la suite pour vraiment rechercher non seulement le beau du Paris, qui est vraiment une des plus belles villes
aujourd'hui, et aussi l'histoire qui est unique, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans ces suites, et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'en être aujourd'hui les gardiens, et je pense que en tant qu'hôtelier, le fait d'avoir un bel outil de travail et d'avoir un storytelling, une belle histoire à raconter, c'est quelque chose qui est assez unique et qui nous permet de renforcer la destination Paris pour le tourisme haut de gamme. Parfait. Et puis, vous lancez aussi Merveille Paris, c'est ça ? Absolument. Alors, Merveille, qui est notre marque B2C, donc la marque selon laquelle les clients nous connaissent, et qui a une vraie vocation donc, à renforcer la destination Paris sur une clientèle qui est essentiellement composée d'étrangers. On a moins de 5% de clients français. On a... pour tout vous dire, il y a, je crois, 97% de clients étrangers sur les derniers mois. Nationalité ? 2/3 d'Américains. Ouais. Et le reste, je pense, c'est assez similaire parce que beaucoup d'Europe du Nord et après 10% d'un petit peu le reste du monde. Mais on est très marqué sur les zones où nous sommes, à savoir rive gauche, le long de la ligne 1, Louvre, un peu Champs-Élysées, par l'hypercentre et par des personnes qui cherchent ça. Vous voyez par exemple sur la suite qui s'affiche à l'écran une anecdote sympathique. C'est Louis XIV a habité dans cet immeuble sous la Régence Anne d'Autriche, puisqu'on se trouve dans l'aile d'Anne d'Autriche du Palais Royal. Et quand on a récupéré cette suite, on ne le savait pas. Et quand vous racontez à votre famille de clients américains qui vient passer une semaine à Paris tous les 10 ans, vous habitez dans l'immeuble où Louis XIV a grandi entre 9 et 15 ans, c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, renforce l'expérience du voyage et permet vraiment de donner le meilleur que Paris a à offrir à cette clientèle internationale. Très bien. Alors justement, pour poursuivre tous les deux, la question peut-être du sur-mesure, la question de l'accompagnement qui, ça va au-delà de l'immobilier, on pense art de vivre. Alexis. Je vais rebondir sur tout ce qui vient d'être dit là. Je trouve que vous représentez vraiment le trait d'union entre l'hôtellerie comme on l'entend, c'est-à-dire un hôtel, et l'immobilier de luxe ou de prestige, si vous le préférez ainsi, parce que vous apportez entre les deux ce service qu'on ne retrouve pas toujours, ou qui est très compliqué à mettre en place, dans la vente traditionnelle d'appartements. Alors, on le retrouve dans la location haut de gamme, quand même, de courte durée plutôt, où là, on peut avoir un service qui serait apparenté à l'hôtellerie, ou de la location meublée un peu plus classique, où on a de la conciergerie. Mais c'est vrai que dans le résidentiel, on a beaucoup de difficultés à mettre en place un vrai accompagnement, comme c'est indiqué là, et je trouve que c'est un élément différenciant, mais on va y arriver. On commence à le faire, vous le faites chez Engel France. Et on y travaille justement pour pouvoir développer cet accompagnement. Alors, il y a l'accompagnement déjà du début du process, qui est non pas simplement de trouver et de présenter un bien, mais de bien comprendre le projet d'une famille, et encore plus d'une famille étrangère, sur son aspect familial ou professionnel, pour pouvoir adapter au mieux notre accompagnement et y apporter les services qui vont avec. C'est-à-dire tout ce qui touche les sujets, parce qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas très glamour, mais la fiscalité, s'il y en a, le juridique, l'administratif, et puis après il y a le côté un peu plus glamour, où là c'est l'accompagnement sur des décorateurs, travaux, ce genre de choses qui font que l'expérience va un petit peu plus loin, et après la vente, c'est d'apporter, et ça c'est vrai que c'est une force qu'on a chez Engel & Volkers, c'est la connaissance parfaite de sa zone qui permet de faire des recommandations. Ça va juste l'expertise locale. Exactement. Ouais. Et qui permet vraiment d'apporter ces petites anecdotes, soit historiques, soit tout simplement gustatives par rapport à des recommandations de restaurants. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le souci du service et de l'accompagnement, et d'aller plus loin que simplement une vente. Mais vraiment, sur quoi on tend, c'est de se rapprocher de plus en plus à cette notion de ce que j'appelle moi conciergerie, de façon impropre, mais de pouvoir continuer à accompagner après l'acquisition et d'aller de plus en plus loin. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle ou les outils digitaux peuvent nous y aider, et peuvent surtout aider nos clients à prendre... avoir une prise, surtout nos clients étrangers, une prise en main du quartier, une meilleure connaissance, et nous on doit être là pour justement les accompagner et leur donner une dimension autre. Vivre une expérience.
Raphaël, justement sur cette expérience et l'accompagnement, ça vous parle hein? Alors ça me parle beaucoup et c'est vrai que dans l'hôtellerie, le sur-mesure et l'accompagnement, c'est vraiment l'ADN de l'hôtellerie haut de gamme. Et en fait, chez Archid, quelque chose qui est très important, c'est que en fait, le séjour commence au moment où le client réfléchit à sa réservation. Il n'a même pas encore réservé, puis il va réserver, puis il va penser à son voyage, l'organiser petit à petit, venir à Paris et vivre son expérience. Mais c'est vraiment l'ensemble qui doit être pris en compte. Et le sur-mesure, c'est vraiment être à l'écoute, être force de suggestion sans trop pousser les choses. Vous parliez tout à l'heure de gastronomie, c'est les choses qui nous arrivent, soit de recommander des restaurants. Ça peut aussi nous arriver d'avoir un chef étoilé Michelin qui vient cuisiner pour un client et ses convives dans la suite. On a des cuisines équipées systématiquement. Ça peut aussi être une recommandation d'agents immobiliers parce qu'en fait ils sont venus chercher un appartement à Paris parce qu'ils s'expatrient ici et du coup on sera très content de leur recommander des agents immobiliers pouvant répondre à leurs demandes. Mais il y a un vrai besoin d'être à l'écoute du client et de se mettre à sa place. Comment faire que son séjour se passe parfaitement bien et que son expérience de venir à Paris tous les 5 ans, 10 ans, famille à Paris, ça se passe magnifiquement et qu'ils puissent après en parler en réunion de famille sur les années à venir. Pour revenir justement et prolonger sur l'immobilier, quelles sont les tendances, les critères les plus recherchés, Alexis ? Alors aujourd'hui, c'est un peu les effets, on va dire post-Covid. Un des critères qui était considéré comme un plus est aujourd'hui considéré pour certains de nos clients un critère obligatoire, les extérieurs. Jardins, terrasses, sur Paris, ils se font quand même assez rares, surtout dans l'ancien. Surtout dans l'ancien, parce qu'ils recherchent aussi l'authentique. Vous parliez tout à l'heure d'histoire, justement. La clientèle étrangère est très friande de cette notion, que ça soit d'histoire, du vécu dans un lieu magique. Il y a une âme, en tout cas. Mais clairement. Et une âme aussi dans un quartier. Donc les deux sont assez liés. C'est pour ça qu'on parle d'hypercentre, parce que c'est le centre historique. Et l'autre élément qui devient, et j'en parlais justement un petit peu au début, extrêmement important, ce sont les prestations qu'offre le bien. C'est de vivre une expérience dans un lieu. Alors c'est vrai que ça fait très hôtelier comme discours, j'en suis désolé, mais aujourd'hui les clients qui vivent à New York, Londres, qui ont plusieurs résidences, veulent retrouver les mêmes canons qu'ils ont chez eux dans leur résidence principale. Ils veulent le retrouver également à Paris. Et un des critères, c'est de trouver un lieu en parfait état. Ça, c'est le critère numéro 1 également. Avec l'emplacement, ça va de soi, mais parfait état. Mais au-delà de ça, c'est une qualité de lieu, que ce soit par rapport à des biens qui sont vendus même meublés. Oui. Très apprécié par une certaine typologie de clients. Américaines, ils adorent. Ça nous arrive vraiment où des biens sont vendus, mais pas meublés, où l'acquéreur nous demande, mais vraiment aussi, de se retrouver à négocier pour acheter les meubles aux propriétaires qui n'avaient initialement pas l'intention de les vendre. Mais bon, voilà, l'expérience aujourd'hui et les évolutions sont les extérieurs, le parfait état, qualité premium absolue. Sur les critères, pour poursuivre justement, Raphaël. Alors, sur les nouveaux critères, je pense qu'il y en a un assez majeur pour la clientèle hôtelière, c'est l'impact pour la planète. Oui. Et qui n'existait pas du tout il y a 10 ans et qui maintenant est vraiment se généralise et sur lequel on a... environnementale, de bas carbone, c'est quelque chose aussi qui est... Absolument, qui est recherché, et en fait, en tant qu'hôtelier, quand vous faites des travaux au moins pour une dizaine d'années. Et du coup, quand on avait pris ce parti pris avec mon associé de vraiment de travailler la rénovation énergétique de tous les bâtiments dans lesquels nous allions, il y a 8 ans, c'était pas du tout évident, et maintenant la clientèle, c'est quelque chose qu'elle recherche et on est content de l'avoir anticipé et ça nous permet aujourd'hui en moyenne sur le parc, pour donner quelques chiffres, on a baissé de 41% la consommation par mètre carré moyenne de kilowattheure, et sur l'ensemble du parc ça fait un peu plus d'1 million de kilowattheures économisés par an. C'est la consommation de 500 personnes en France, ce qui est assez conséquent et qui nous permet nous de mettre en avant auprès de notre clientèle, et aussi la mise en place d'une procédure zéro plastique jetable et le tri systématique des déchets qui sont des critères majeurs. Et je pense que dans l'hôtellerie, il y a un deuxième un peu macro-trend qui se développe, c'est le quiet luxury. Et c'est un peu le passage si vous voulez, du Palace, Crillon, le Ritz où vous êtes triple moulure dorée, plafond Versailles, à quelque chose de plus sobre au niveau de la décoration, pas du tout au niveau des emplacements, des vues et du volume, et pas du tout non plus au niveau du service. C'est-à-dire que les gens
les clients, après avoir passé leur journée à Paris, cherchent un cocon pour se reposer et recharger leur batterie. Et c'est vrai c'est quelque chose qu'on essaie de travailler aussi en profondeur pour proposer une gamme de suites qui soit vraiment dans cette tendance du quiet luxury, qui va être plutôt sur des tons de beige, de gris, de blanc, et moins sur le style Versailles que peuvent avoir les palaces parisiens historiquement. Pour terminer sur aussi les innovations dans le numérique ou pour se faire connaître à distance, quels sont les leviers ? Alors, il y a quand même beaucoup de leviers aujourd'hui qui n'existaient pas il y a quelques décennies. C'est allé assez vite quand même. On a connu, vous et moi, un marché immobilier avec des outils un petit peu différents. C'est le moins qu'on puisse dire. L'Internet, les réseaux sociaux. Donc, ce sont des outils qui sont de plus en plus utilisés. La vidéo. Mais un des outils qui a pris le dessus aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de visite virtuelle associée à la visite directe, la visite accompagnée à distance. Et ça, on pourrait pratiquement également l'apparenter à la revisite. C'est vrai qu'on a des clients où on leur envoie tout un descriptif, évidemment, on a un échange avec eux, on leur envoie la visite virtuelle qui leur permet d'évoluer dans le lieu, et par la suite, on organise une visite accompagnée directement sur place qui leur permet d'aller un peu plus en profondeur. Donc ça rejoint un peu le service aussi, ce qui permet d'actionner derrière un déplacement. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, on est... alors, pour nous, dans le résidentiel, l'intelligence artificielle sera à terme un outil qui nous permettra de nous accompagner encore plus, mais pas encore très développé aujourd'hui. Ils accompagnent plutôt les agents immobiliers, mais pas encore réellement les clients. Mais c'est quelque chose vraiment en devenir, et on a développé justement une équipe à Hambourg qui est dédiée à ça pour travailler sur le développement de nouveaux services dans l'accompagnement de nos clients et surtout nos clients étrangers. Eh bien, c'est à suivre. Merci à tous les deux. Vous nous avez fait rêver. On connaît un peu plus vos activités à tous les deux. Raphaël Laurin, merci beaucoup. Merci Olivier. Alexis Caquet, merci infiniment. Merci également et merci de votre accueil. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.